Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder les nouvelles théories du commerce international. Dans les vidéos précédentes, on a vu trois gammes d'explications. On a vu la théorie des avantages absolus, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo et la théorie Heckscher-Ohlin. Et ces trois théories expliquent le commerce international fondamentalement par des échanges de différences. D'ailleurs, l'argument de Ricardo était de prendre l'exemple de l'Angleterre et du Portugal, avec les draps et les vins. Le théorème HO explique les dotations de facteurs et explique assez bien pourquoi la France importe des ananas par exemple. Tout simplement parce que nous n'avons pas la dotation factorielle, ici le climat, pour pouvoir faire pousser des ananas. Bon, alors ces théories, c'est pas qu'elles sont fausses, mais elles ont tendance à expliquer des différences et elles structuraient assez bien, ou plutôt elles expliquaient assez bien la structure de l'ancien commerce international, à savoir la division internationale du travail. Et dans cette division internationale du travail, l'ancienne, le Nord fabriquait des produits manufacturés, les pays du Sud fabriquaient plutôt des matières premières, et donc il y avait un échange, le commerce international était structuré de cette manière-là. Le problème, c'est que depuis les années 80, on a assisté à une évolution de ce commerce international et on a commencé à assister à du commerce dit de similarité. Et la similarité, on va la retrouver à trois niveaux. On va la retrouver au niveau des pays. Ce sont plutôt des pays du Nord, les pays riches pour faire simple, qui commercent entre eux. La France a son premier partenaire commercial, c'est l'Allemagne, et réciproquement. 70% des échanges internationaux se font dans ce qu'on appelle la triade, la zone asiatique autour du Japon, la Chine également, les ports chinois, l'Europe et l'Amérique du Nord. 70%. 30% seulement dans le reste du monde. Ce sont des pays donc qui ne sont pas identiques, on est d'accord, mais qui sont riches, qui sont plutôt semblables. On se rend compte également, on le verra, à l'intérieur des branches d'activité, eh bien, on a de l'échange intra-branche. Et le paradoxe, c'est qu'on assiste même à des croisements et des échanges de mêmes produits. Un pays comme la Finlande avait Nokia à une époque, fabriquait des téléphones portables Nokia qui étaient exportés et des téléphones portables Sony étaient importés. On voyait ces échanges de produits qui étaient identiques. Alors certains vont me dire, écoutez, c'est pas tout à fait pareil, comparons ce qui est comparable, comme pour les voitures. C'est vrai. On n'a pas dit qu'ils étaient totalement identiques, mais enfin quand même bien similaires. Et il nous manque des théories pour expliquer ce phénomène. Eh bien, ce sont ces théories que nous allons examiner. Si vous êtes prêts, c'est parti, let's go. On va commencer par le commencement et on commence par le constat, c'est que les échanges internationaux sont principalement des échanges intra-branches. Alors ça c'est une affirmation, je ne l'explique pas, ça correspond à environ 50% au niveau mondial, 60% au niveau de l'Union européenne, donc à l'intérieur d'une branche. Et pour bien comprendre d'une part le problème, il faut savoir ce que c'est qu'une branche. Et donc on va partir des définitions. D'abord par une opposition, une branche, c'est pas pareil qu'un secteur. Souvent les étudiants confondent les deux termes et parfois aussi, je dois dire, les journalistes. Une branche, c'est pas pareil qu'un secteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une branche ? Une branche, c'est un regroupement des unités de production, c'est-à-dire d'entreprises, qui fabriquent des produits appartenant à la même activité. Alors par exemple, on va le voir un peu plus loin, il y a la branche de l'énergie. Eh bien, toutes les entreprises qui fabriquent de l'énergie, qu'elles soient éolien, solaire ou au gaz, etc., vont faire partie de la même branche. Par exemple, les unités de production qui vont fabriquer des produits dans le domaine du secteur primaire, l'agriculture ou la sylviculture, vont faire partie de la même branche. Alors pourquoi est-ce qu'on les regroupe ensemble ? Le fait de les regrouper dans la même activité, ça permet de voir quelles sont les contraintes réglementaires qui peuvent être sur elles. Par exemple, dans certains domaines, les horaires de travail pourront être assouplis dans certaines branches d'activité principalement. Un secteur, ça va être une autre façon de regrouper les entreprises. On va les regrouper et les classer selon leur activité principale. Alors on va prendre un exemple. Si on prend une entreprise comme Peugeot par exemple, très clairement l'activité principale de Peugeot c'est de fabriquer, de distribuer, de vendre des automobiles. Mais Peugeot ne fait pas que cela.
Pourquoi est-ce qu'elle est dans le secteur de l'automobile? Simplement parce que plus de 50% de son chiffre d'affaires vient de la vente de l'automobile. Mais Peugeot fabrique également des outils. On trouve des perceuses Peugeot, des ponceuses Peugeot, et on va la trouver dans une autre branche qui va être celle des biens d'équipement professionnels, comme Bosch par exemple, ou comme d'autres fabricants. Peugeot fabrique également des vélos, et oui. Et donc on va trouver les vélos Peugeot dans une autre branche, matériel de transport terrestre. Autrement dit, on le voit, quand les entreprises ont une forme de diversification de leur production, elles ne font partie que d'un seul secteur, c'est important de le noter, mais elles peuvent être dans plusieurs branches d'activité. Alors justement, maintenant qu'on voit un peu ce que c'est qu'une branche, on va préciser ce que c'est que la branche. Il y a différents degrés d'agrégation. Selon l'INSEE, on appelle les branches au niveau NAP, nomenclature d'activité professionnelle, ou depuis 1993, on appelle ça la nomenclature d'activité française, NAP ou NAF. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas des statisticiens. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a agrégé des activités qui étaient similaires. Si on regarde le cas de la France, on a 16 secteurs, je viens de me tromper, 16 branches. L'agriculture, sylviculture, pêche, l'industrie agricole et alimentaire, l'énergie, les biens intermédiaires. Alors les biens intermédiaires, c'est tous les biens que l'on considère qui vont être détruits dans le processus de production. Les biens d'équipement professionnel, les biens d'équipement ménager, les matériels de transport terrestre, les biens de consommation courante, le bâtiment, génie civil et agricole, le commerce. Alors là, je fais une petite pause sur le commerce. Toutes les entreprises font du commerce, elles vendent des produits. Donc toutes les entreprises font au moins partie de deux branches. D'une part, la branche du commerce, je viens de le dire, et d'autre part, la branche dans laquelle, si par exemple elle vend des biens intermédiaires, elle sera dans cette branche-là. Donc la branche du commerce, toutes les entreprises font partie de cette branche du commerce. Donc ça fait au moins, ça fait 1 plus la branche principale dans laquelle ils sont. Mais par contre, vous pouvez avoir des entreprises qui sont dans 3, 4 ou 5 branches différentes, mais je le répète, elles ne seront que dans un seul secteur. Transport et communication, services marchands, non classés ailleurs, la location, les services d'assurance, les services des organismes financiers, les services non marchands. Les services non marchands, je vous le rappelle, c'est lorsque, par exemple, un enseignant dans un lycée qui fait un cours, il n'est pas directement payé par les élèves. Donc c'est un service. Pourquoi c'est un service ? Parce qu'un service ne peut pas être stocké. En général, ce qui caractérise un service, c'est que la production a lieu en même temps que la consommation. Et pourquoi non marchand ? Eh bien tout simplement parce que le consommateur ne paye pas directement le producteur. Les élèves ne payent pas directement les profs. Ça se fait par un circuit plus complexe, par un système d'imposition. Et donc c'est un service non marchand. Et donc on va considérer qu'en Allemagne, on a à peu près la même nomenclature. Il y a une harmonisation européenne. Là, je ne sais pas si c'est exactement la même en Allemagne. C'est pas mon propos ici. Mon propos n'est pas de faire un tuto sur les branches d'activité, mais de comprendre le problème des services intra-branches. Bon. Donc là, ici, on a différentes parties, et normalement, ce qu'on devrait voir, la façon la plus intuitive, c'est que quand on est spécialisé là où on a un avantage comparatif, un avantage absolu, comme vous voulez, ou une dotation de facteurs, et on devrait voir des échanges de différences. Là, par exemple, on devrait voir que, voilà, en France, on exporte principalement des produits du secteur de la branche agriculture, sylviculture et pêche, industrie agricole et alimentaire, matériel de transport terrestre, et puis bâtiment, génie civil et agricole. Donc vous voyez, là ces 4 flèches, elles symbolisent des exportations de la France vers l'Allemagne, et à l'inverse, on devrait voir, par exemple, des biens intermédiaires qui viennent d'Allemagne, des biens d'équipement professionnel qui viennent d'Allemagne, des services d'assurance qui viennent d'Allemagne. Et donc, la norme serait, a priori logique, de voir des échanges de différences et que chaque pays exporte ce qu'il sait faire de mieux, là où il a un avantage comparatif, dirait Ricardo, ou là où il y a une riche dotation de facteurs, dirait Heckscher et Olin. Et donc, a priori, on devrait voir des échanges interbranches, c'est-à-dire entre les branches. Et le problème, c'est que, en réalité, ce qu'on voit, à hauteur, je le répète, de 50 à 60%, c'est que dans la branche agriculture, sylviculture et pêche, la France exporte des produits, mais elle importe également de la même branche des produits qui viennent de l'Allemagne.
l'industrie agricole et alimentaire exporte des produits vers l'Allemagne, mais l'industrie agricole et alimentaire de l'Allemagne exporte des produits vers la France. Autrement dit, à hauteur de 60% dans l'Union européenne, c'est le commerce intra-branche qui domine, et 50%, je le répète, au niveau mondial. Alors ça, c'est un petit peu étonnant parce que on a l'impression que les anciennes théories étaient très à l'aise pour expliquer le commerce de différence, mais un peu moins complet, un peu moins riche pour expliquer ce commerce dit de similarité, notamment ici le commerce intra-branche. Donc les échanges intra-branches s'expliquent mal par les théories traditionnelles de l'échange international, les trois qu'on a vues précédemment. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça ne veut pas dire qu'on doit les rejeter complètement, ça signifie qu'on a eu besoin d'une nouvelle gamme d'explications pour caractériser le commerce international contemporain. Et ce sont ces nouvelles gammes d'explications du commerce international contemporain que nous allons voir dans les prochaines vidéos.